Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, désolé de commencer avec quelques minutes de retard. Merci beaucoup pour votre patience. Bonsoir, Monsieur l'Ambassadeur. Bonsoir, Maude de Boisson. Bonsoir, Emmanuel Laurélie. Monsieur le Président de l'Académie de la mer de Monaco. Monsieur le Président de l'association ADE Méditerranée de Menton. Mesdames et Messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, chères lycéennes, chers lycéens, chers enseignants, chères mentonnaises, chers mentonnais, chers invités, bienvenue à toutes et à tous sur le campus Méditerranée Moyen-Orient de Menton. Ça nous fait vraiment très plaisir de vous accueillir pour cette soirée et de voir une assistance riche de sa diversité. Voilà, j'ai cité un petit peu les différentes catégories de personnes qui sont parmi nous ce soir. Donc, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci infiniment, Monsieur l'Ambassadeur, d'avoir accepté l'invitation de Sciences Po et du campus Méditerranée Moyen-Orient dans une année qui est particulière, qui est à l'honneur de la France, parce que notre pays, aux côtés, et il en sera notamment question ce soir, aux côtés du Costa Rica, accueille dans une magnifique ville non loin d'ici, à Nice, en juin, le 3e sommet des Nations Unies sur l'océan. Donc nous accueillerons près d'une centaine de chefs d'État et de gouvernements à quelques kilomètres du campus Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po. Je disais à Monsieur l'Ambassadeur que l'Organisation des Nations Unies allait poser ses valises à Nice en juin, mais que depuis 20 ans, finalement, un petit ONU vit ici, à Menton, dans la cité du Citron, parce que les étudiantes et les étudiants du campus représentent 71 nationalités cette année. Ils sont près de 400. Les 6 langues officielles des Nations Unies sont couramment parlées sur le campus de Menton. Donc c'est aussi la raison pour laquelle nous nous disions que nous avions des choses en commun. Sans trop révéler de ce que va nous présenter tout de suite, de ce que vont nous présenter tout de suite Maude et Emmanuel, je dirais qu'il y a 2 autres raisons qui font que nous nous sommes dit que nous avions des choses en commun. Et voilà, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous sommes Sciences Po, une université en sciences humaines et sociales. Ici, c'est le campus spécialisé sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. C'est une région que vous connaissez bien, Monsieur l'Ambassadeur. Vous avez travaillé à Alexandrie, vous avez travaillé à Tunis, notamment en étant ambassadeur de France en Tunisie. Mais aussi, aujourd'hui, vous êtes notamment l'ambassadeur qui, pour la France, s'occupe des pôles et des enjeux maritimes pour un campus Méditerranée et qui est bercé au son des ressacs des vagues de la mer Méditerranée. Ça nous semblait aussi une évidence que de vous accueillir et encore une fois, merci pour votre présence à nos côtés. Il sera question ce soir notamment de cette conférence des Nations Unies sur l'océan, mais aussi de la géopolitique de l'océan, d'environnement. Et je remercie vraiment beaucoup l'association Environnementon, donc l'association environnementale du campus de Menton, représentée ce soir par Maude et Emmanuel, qui ont travaillé la soirée avec beaucoup de rigueur et qui vont l'animer. Donc si vous en êtes d'accord, on aura un premier temps d'échange entre Maude, Emmanuel et Monsieur l'Ambassadeur, et ensuite nous pourrons échanger avec vous, nous passerons le micro dans la salle. Voilà. Et je me permets aussi, puisque c'est l'actualité de la semaine, de saluer celles et ceux qui nous regarderont en différé, parce que cette conférence est enregistrée, et depuis quelques jours, le campus de Menton a lancé sa chaîne YouTube, et donc nous sommes vraiment très fiers de pouvoir mettre à disposition de nos futurs téléspectateurs cette conférence sur YouTube dans quelques semaines. Merci beaucoup encore à toutes et à tous, et nous vous souhaitons une très belle soirée. Est-ce que vous m'entendez tous? Super. Donc, cher Monsieur l'Ambassadeur, chers membres de l'administration, chers membres de l'Assemblée, camarades et mentonnais, c'est un plaisir que nous avons ce soir avec Emmanuel de pouvoir faire l'animation de cette discussion. Donc, nous avons commencé par la première question qui, je pense, peut-être la plus importante et la plus longue de la soirée, qui sera: quelles sont vos attentes aujourd'hui pour cette conférence des Nations Unies sur l'océan qui aura lieu à Nice en juin? Vous y allez direct là. Parfois, on ne répond pas aux questions qu'on pose, donc on a le droit, pas tout de suite en tout cas.
D'abord, pour vous remercier, et remercier le directeur de Sciences Po et puis toutes celles et tous ceux qui sont ici, évidemment. Ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous ce soir, vraiment échanger, donc déjà avec vous deux et puis avec vous autres, sur plein de sujets, en fait. La Méditerranée, parce que la Méditerranée, c'est à la fois un ensemble géopolitique et le Moyen-Orient, que vous connaissez bien aussi, fait beaucoup parler de lui par toutes sortes de manières, mais c'est d'abord aussi et surtout au départ une mer, et y compris quand on regarde le Moyen-Orient, c'est aussi la prolongation d'une mer, donc c'est de l'histoire maritime, de commerce, d'échange, de mélange de culture aussi. Et là, on est évidemment sur le balcon du monde, chez vous. Donc c'est toujours important, le génie du lieu, le genius loci est important. Toujours pas, parfois on dit des choses plus sensées quand on est sur place, mais vraiment sur place, c'est-à-dire sur la mer. Là. Et donc ces sujets, évidemment, dépassent largement la question de savoir si la mer est plus salée, si elle est plus acidifiée, si elle monte, si elle est plus chaude, enfin tout ça c'est le cas. Cette mer, c'est aussi une mer vivante où il y a évidemment des étudiants, des gens normaux et des gens qui vivent, surtout des centaines de millions de personnes qui vivent dans cette Méditerranée avec ses complexités, mais qu'est-ce qui n'est pas complexe aujourd'hui? Et donc avec aussi ses bonheurs, ses joies, ses cultures, ses drames, ses vivants et ses morts. Donc c'est une mer extrêmement... elle est ancienne, mais elle est plus d'actualité que jamais. Donc à travers mon métier, en fait, et qui consiste à être, en étant diplomate, c'est-à-dire en fait surtout envoyé du président de la République, donc je travaille, disons, un peu dans le cœur du réacteur de notre pays, c'est-à-dire la cellule diplomatique de l'Élysée, la présidence de la République. Et nous travaillons notamment à ces questions d'océan, de climat, d'affaires globales. Tout est relié, en fait. Et il y a quelques heures encore, avec le président de la République, il y avait donc toute une petite séance de débriefage de ce sommet qui a eu lieu sur l'intelligence artificielle, dont vous savez que c'est en effet un outil important pour tout, hein, mais pour l'océan, évidemment, ça le sera aussi. Et c'était intéressant de commenter à la fois ces sujets d'affaires globales, de technologie, mais qui sont reliés, tout est relié aujourd'hui à la géopolitique. Et on l'a vu pendant ce sommet avec la Chine qui a adopté une résolution, les États-Unis qui n'ont pas voulu le faire, avec l'Inde qui était là, avec un tweet tous les 5-6 heures du président Trump sur un autre sujet qui évidemment occupe beaucoup notre attention, parce que ce que dit le président des États-Unis est important, c'est le président des États-Unis, hein, et donc il faut pouvoir y répondre ou pas, il faut savoir comment faire avec tout ça. Et en fait, je vais arriver, vous inquiétez pas, à votre question. Bon, de toute façon, en plus, c'est une question assez ennuyeuse, que personne ne sait ce que c'est que la conférence des Nations Unies sur l'océan. Donc je vais essayer de vous l'expliquer en cours de route, mais ce serait le point d'arrivée. Donc, voilà, ce que nous espérons quand même, je vais vous répondre, c'est pas une conférence de plus, c'est une conférence des Nations Unies, donc ça rassemble les 196 pays confondus, qui ne sont pas tous des pays qui s'aiment beaucoup, hein, on a remarqué sur la carte du monde. Et ces 196 pays vont être réunis pour la première fois, je pense, dans l'histoire de l'océan, par leur chef d'État et de gouvernement, largement. C'est assez rare. Le président Lula va faire une visite d'État, il y aura beaucoup d'autres, le Premier ministre chinois, etc. Et ensemble, ils ou elles vont, ou pas, mais on espère que oui, décider d'un certain nombre de mesures qui, normalement, devraient changer, non pas uniquement le sujet de l'océan, c'est-à-dire la lutte contre la pollution, la pêche illégale, et la ressource économique, l'exploitation ou la protection, la biodiversité. Quand on est ici, à Menton, on pense à la Posidonie ou à des sujets les plus larges, les plus ambitieux, mais aussi à ce qui se passe en Arctique aujourd'hui, l'hydrocarbures, le commerce maritime, États-Unis, Russie, Chine, voilà. Mais surtout qui va marquer, je pense,
comme ça a été en 2015 à Paris, j'ai un peu participé à la COP 21, mais j'étais dans une autre fonction, et qui va marquer les esprits largement, pas uniquement chez les gens sachants que nous sommes, dans le grand public. Donc j'espère 2-3 milliards de personnes vont à ce moment-là comprendre l'importance de l'océan, qui est juste, il suffit de regarder la carte et puis s'apercevoir que c'est 70% du globe. Bon, donc c'est déjà un bon début. Que c'est très profond, que c'est considérable, c'est une masse inouïe, et que par ailleurs, on ne connaît pas l'océan. Et pas du tout. Donc nous sommes au bord d'une mer qui nous paraît familière, mais dont on ne connaît quasiment rien, 10% environ des espèces, des fonds marins. On connaît mieux la surface de la Lune aujourd'hui. Notre idée, à nous, pour le coup, mais j'en parlerai après, européens, c'est de se dire que on peut proposer un beau rêve, et c'est ça qu'on veut faire à Nice, un beau rêve à l'humanité. Les Américains ont la bonne idée de vouloir aller sur Mars, très bien, ils y vont à leur manière, avec qui on sait. Nous voulons permettre que dans les 10 années à venir, à partir de 2025, un grand plan d'exploration à l'échelle mondiale pour la découverte des océans, pour l'exploration de toutes ces merveilles, donc de tout ce qui existe, de tout ce qui est fragile, et qu'il faut à la fois préserver, conserver et en même temps exploiter. C'est le paradoxe. Parce que si on n'exploite pas, c'est un moratoire et ça ne sert à rien. Voilà, donc voilà l'attente. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, si, vous avez répondu. Un des objectifs de cette conférence, c'est de faire ratifier par tous les États, en tout cas au moins 60, le traité de protection pour la haute mer, donc qui permettrait de créer des aires marines protégées dans les aires internationales, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, il y a 17 nations qui l'ont signé, je crois. Est-ce que vous pensez que c'est un objectif qui est réalisable avant le début de la conférence ? En fait, moi, avant de prendre mes fonctions, j'avais d'autres activités. Je dirigeais une chaîne de radio, France Culture. Après, j'étais ambassadeur dans différents pays. Mais donc, si vous voulez, ce traité de la haute mer, je n'en avais jamais entendu parler. Et en plus, ça s'appelle BBNJ. Certains ne retiennent pas et me demandent comment va le traité Airbnb. Donc, vous voyez, on parle de choses. En fait, on parle de quoi ? Et pourquoi c'est important ? L'océan, l'océan est très jeune. Un peu moins que vous, mais certains d'entre vous, en tout cas moi largement, ont plus de 43 ans. L'océan a 43 ans exactement. Il est né en 1982 à Montego Bay, en Jamaïque, quand la communauté internationale a décidé, après de très nombreuses années, des décennies, de gouverner l'océan. L'océan était marée libre, on circulait librement depuis toujours. Donc on allait, quand on était polynésien, on allait, il y a quelques millénaires, pas loin d'Antarctique. Quand on était inuit, on allait dans les grands détroits glacés de l'Arctique. Quand on était européen, on allait, parce que c'était petit l'Europe, le portugais, on allait chercher l'or et l'argent ailleurs. Et au nom de l'océan, à travers l'océan, avec l'océan, on a fait toutes sortes de choses plus ou moins bien, évidemment au regard de l'histoire, mais qui ont fait, l'océan n'était qu'un moyen de circulation. On ne s'intéressait pas à l'océan. De temps en temps, Christophe Colomb dit, j'ai vu des algues, enfin, il décrit assez bien tout ça, mais aucun intérêt pour l'océan, à part que c'était très pratique pour aller piquer l'argent des autres et puis éliminer quelques Indiens qui traînaient. Ou, voilà, il n'y avait pas de considération pour l'océan. Alors il y avait les marins, moi je suis breton et je suis marin, donc les marins avaient un peu plus d'intérêt pour l'océan, ils s'y consacraient, ils prenaient des risques, parce que c'est quand même assez gonflé, pas loin de chez vous, en tout cas de chez nous d'ailleurs, à Marseille, à Pythéas, premier qui part tout seul avec une barque, il n'y a absolument aucune carte, aucune boussole, et il va remonter vers le nord, vers le Grand Nord. Donc c'était d'abord une aventure en fait, c'était une folie incroyable qui a poussé les hommes pour des raisons à la fois rationnelles, économie, colonisation, etc., mais aussi assez irrationnelles, parce que ceux qui montaient dessus avaient quand même une assez grande chance de disparaître, le scorbut étant ce qu'il est, enfin, donc c'était quand même c'était le moyen de circulation le plus périlleux de l'histoire de l'humanité.
Et donc, cette approche de la mer, elle a été celle de l'aventure, celle des corsaires, des pirates. Et seulement au XXe siècle, on se rend compte que c'est un objet géopolitique. Et que c'est, enfin un petit peu avant quand même, mais on se rend compte qu'il y a des enjeux très importants. Et que pour un pays, c'est pas uniquement une terre. Alors, il y a des pays enclavés, le problème ne se pose pas. Et encore, ils ont des fleuves qui vont dans la mer. Mais pour un pays qui considère, et beaucoup de pays, la France la première, ne se considérait pas du tout comme un pays maritime. Il a fallu attendre très tardivement. On était tous une terre de paysans. Je ne sais pas à Monaco comment c'était, mais enfin en tout cas, voilà. Donc vous c'est un peu différent, mais enfin disons qu'en tout cas nous, au XVIe, XVIIe siècle, la mer, et on n'avait pas le sentiment d'avoir de la mer. Et alors comment on fait pour avoir de la mer, si j'ose dire, pour être propriétaire de la mer? Eh bien, on invente un traité très important, d'une complexité d'ailleurs incroyable, et on décide en 1982, c'est le résultat de négociations, de rajouter à territoire d'un pays de la mer. C'est un vrai territoire. C'est pas un trou où on se noie, c'est du territoire. On sait nager, donc on va dans ce territoire, on est chez nous, on sait naviguer, on va dans ce territoire, c'est chez nous, on sait pêcher, on va dans ce territoire, c'est chez nous, on sait plonger, voilà. Donc c'est à nous la mer, on a un bout de mer, et donc c'est un calcul savant qui a été fait, qui fait que globalement, je ne vais pas vous embêter avec tout ça, mais les 200 milles qui sont devant une côte appartiennent au pays qui est là. Et en 1982, il y a des pays qui tout d'un coup découvrent qu'ils sont très importants et très très grands pays, pas uniquement maritimes, mais des grands pays. C'est-à-dire que, par exemple, il y en a un qui a 500 000 km², sa terre, bon, c'est un petit pays. Et tout d'un coup, on lui dit, par l'effet d'une loi des Nations Unies, mais non, vous avez 10 millions de km² en plus. Et ce pays, c'est le nôtre, c'est la France. Et donc là, il y a une conscience qui était déjà là, évidemment, mais qui va se développer, y compris de manière stratégique. Alors ça, pour être très simple, en passant, là, je voyais, en marchant à pied, il y avait une piscine. Ça m'a donné une idée pour vous expliquer ce que c'est que la mer. C'est pas très joli comme comparaison. Une piscine, vous avez le bord de la piscine, où chacun a son matelas, donc il y a un peu des disputes de copropriétaires, souvent, bon, parfois ça peut être un peu tendu. Et ça, c'est le bord de la mer. Et donc, le bord de la mer, chacun a son morceau, les 200 000 miles. Alors, évidemment, c'est tendu. On comprend tout à travers ça. Pourquoi Taïwan, la Chine, pourquoi tout le monde, pourquoi les Grecs et les Turcs, pourquoi l'Arctique. C'est juste parce qu'ils se touchent bout à bout, là, et ils ont des problèmes de voisinage, en fait. Et donc, ça, c'est la piscine, c'est le bord de la piscine. Vous avez le fond de la piscine. Ça, c'est un autre sujet, c'est une autre administration. Et donc, il y a eu cette loi ce traité de la mer, cette constitution de la mer, qui a attribué à tous les pays leurs 200 mètres. Certains pays ont découvert d'ailleurs qu'en fait, ils étaient très grands et ils avaient une petite zone exclusive économique. Ça explique plein de choses. Pourquoi la Chine, tout d'un coup, qui était un pays endormi sur le plan maritime, réalise ils s'aperçoivent qu'ils sont privés d'un outil de puissance qui est considérable. Et donc, à partir de là, chacun se débrouille. Le fond de la mer, c'est un autre sujet. Le fond de la mer, c'est probablement... on n'a pas toutes les informations, mais comparé aux hydrocarbures, c'est 10 fois plus de richesse. C'est ce qui va, pour certains, semble-t-il, prenez un petit peu d'eau. C'est ce qui va sauver la planète, je vous en prie. Et donc, tous ces fonds, les fonds marins, il y a donc une institution, qui est d'ailleurs en Jamaïque, qui s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins, des centaines de milliers de kilomètres de fonds marins, avec des minerais à n'en plus finir. Et ça, c'est le fond de la piscine. Et puis après, il y a la piscine elle-même. Comme ça, ce qui est plus intéressant, plutôt que le matelas et le fond de la piscine, c'est nager, quoi. Et c'est ça, la haute mer. C'est un long détour pour parler de votre traité du BNJ. C'est-à-dire qu'il y a maintenant 2 ans, après cette zone exclusive économique, la communauté internationale, dans un moment très critique, c'était quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, a décidé de gouverner cette mer plutôt, qui représente 60% de la mer totale. C'est-à-dire la moitié en gros, pas tout à fait, la moitié de la planète.
Et ça, c'était libre, et maintenant, ça va plus l'être complètement, parce que ça va être gouverné. Il y aura des aires marines protégées, on va construire tout un système, un réseau de partage de bénéfices, avec des bénéfices qui sont considérables. Les produits, la médecine, les ressources génétiques sont vraiment innombrables, on ne connaît pas toutes les espèces. Et donc, c'est ce sujet-là dont on va essayer de faire qu'il soit non pas un discours comme le mien, mais une réalité. C'est-à-dire qu'il faut que 60 pays ratifient après avoir signé le traité. Et mon travail, par exemple, ça consiste à aller convaincre des pays d'être le 60e, parce que sinon ça ne marche pas. Et ces conférences sont des rendez-vous qui accélèrent un peu la conscience politique. Et donc, par exemple, nous, notre travail en ce moment, c'est si les Chinois ratifient ce traité de la haute mer, les autres, beaucoup de pays vont suivre. Pas les Américains forcément, mais voilà. Voilà, j'ai répondu. Toujours un peu long, mes réponses. Non, mais il faut prendre le temps pour vos réponses. On a toute la soirée. Merci beaucoup. Vous avez un peu parlé des États-Unis et de leur désengagement, notamment lié aux accords de Paris. Est-ce que vous pensez qu'à l'UNOC, là justement, on va peut-être avoir l'occasion d'avoir des véritables avancées en dehors, si les États-Unis s'y mettent ou s'ils s'y mettent pas, est-ce que d'autres pays pourront faire des avancées? C'est un peu la question du moment, mais c'est une question quand même depuis assez longtemps, depuis quand même depuis 80 ans environ. Peut-être qu'on peut ne pas y répondre tout de suite. On va y arriver, je vais vous répondre après un long détour qui fait que tout le monde va s'ennuyer. En fait, les États-Unis, c'est important, c'est vrai, mais donc ils ont par exemple dans le domaine spatial évidemment une très grande avance, et donc c'est assez logique qu'ils reprennent, après avoir été sur la Lune, ils reprennent l'exploration de l'espace, parce que dans le fond, la force américaine, c'est d'avoir fait, y compris d'ailleurs en faisant que une partie des gens voyant les films américains, les westerns en Afrique, achètent des jeans, ce qui n'est pas terrible quand même pour la chaleur du pays de ma fille, qui est béninoise. Mais de même, ils ont proposé des rêves avec le cinéma, puis ils ont proposé des rêves avec la conquête de la Lune, et ils ont eu raison, ils font rêver. Donc là, leur idée, c'est de faire rêver, en effet, les Américains, mais à travers les Américains, que le monde entier se prosterne devant le grand rêve américain. On peut faire sans le rêve américain. Voilà. Moi, je pense qu'on peut vraiment faire sans le rêve américain. Je ne sais pas, des endroits où j'ai vécu, où j'étais diplomate, en Égypte. À une époque, c'était important que les Américains soutiennent l'Égypte, et puis quand il a fallu qu'ils ne soutiennent plus, Obama a dit au revoir à Moubarak, puis ça s'est terminé, et puis après voilà. Donc, évidemment qu'ils ont un rôle très évident. Après, ça change tellement. Vous savez, quand on regarde l'histoire, le Portugal était le plus grand pays du monde il y a 6 siècles. Donc voilà, la Chine à l'époque, maintenant voilà. Donc c'est des équilibres en fait. Et une négociation, parce que c'est des négociations qu'on va avoir sur plein de sujets, ne repose pas que sur un seul acteur. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un acteur qui a ce pouvoir d'entraînement aussi d'une partie de pas tous les pays en voie de développement, de la Chine évidemment, mais pas tous les pays en voie de développement. Il y a une réalité évidemment du monde arabe, du Golfe notamment, et la capacité que le Golfe, on le voit d'ailleurs sur plein de sujets, pas uniquement d'ailleurs, ce qui est assez sinon logique, mais en tout cas ça peut se comprendre sur des sujets type le Moyen-Orient, mais sur d'autres sujets, sur l'intelligence artificielle. Moi j'espère bien que le Golfe et que les investisseurs intelligents vont investir dans l'océan. C'est pas forcément les Américains qui vont faire ça. Donc les Américains n'ont pas toutes les cartes en fait. Et sur l'océan, ils n'ont pas toutes les cartes. Ils ont le premier domaine maritime au monde avec à peine quelques milliers de kilomètres carrés de plus que nous. Mais on est en train de recalculer, parce que c'est des calculs pour passer devant, histoire de passer devant. Et donc on sera le premier domaine maritime au monde.
Et en fait, c'est pas un grand pays maritime. C'est un grand pays naval avec une force maritime très importante, très imposante, mais des tout petits ports. C'était des grands ports il y a encore 20-30 ans, et pas tout petits, hein, n'exagérons pas. Et ils sont passés très largement derrière les ports chinois. Nous, les Européens, on est très forts sur la mer parce qu'on a environ 50% du shipping, du transport maritime. Quand vous mettez ensemble les compagnies CMA CGM, Hapag-Lloyd, MSC et Maersk, ça représente 52% du transport maritime, nombre de containers qui circulent. Ça ne fait pas rêver, mais quand même, ça veut dire que nous avons la capacité de transporter la moitié du commerce mondial. Tout ce qui passe, là, ces objets, en volume, le transport maritime, c'est 92% du transport mondial. L'avion, c'est une pichenette, la voiture, c'est rien, le vélo, c'est pas encore beaucoup. Et 92% en volume, 80% en valeur. Parce qu'évidemment, on peut transporter des ballots de foin, bon, c'est pas pareil que si vous transportez de l'uranium. Donc, bon, en tout cas, 80% de la valeur, c'est par bateau. D'ailleurs, l'enrichissement de ces compagnies pendant le Covid, parce que c'était une activité qui était encore extrêmement. Donc, tout ça pour dire que, par exemple, c'est quelque chose que ne maîtrisent pas les Américains. Les Américains, le transport maritime, c'est les Chinois qui produisent des produits de grande diffusion, qui les envoient vers l'Europe et ailleurs, avec des bateaux qui sont pour moitié européens, d'autres chinois et d'autres acteurs aussi asiatiques, par principalement le détroit de Malacca et puis le golfe de Suez, sauf que le golfe de Suez, il y a des embouteillages, il y a des outils, c'est pas d'avenir. Et donc les Chinois sont en train de réfléchir à autre chose, qui est de passer par le nord, c'est-à-dire, puisque le but c'est d'arriver en gros à Anvers, à Hambourg, c'est-à-dire qu'à partir de la plateforme européenne, vous distribuez un marché qui n'est pas négligeable, et donc il faut 45 jours ou 50, ça dépend des bateaux, entre Shanghai et aujourd'hui et le port d'Anvers, par la route du Nord, la route qui passerait peut-être un jour, le jour où la glace aura fondu, la route du Nord, vous gagnez 10 jours. 10 jours, c'est 10 jours sur 45 jours de navigation sur un business de 80% de la richesse du monde, c'est beaucoup. Hein, donc on ne parle pas uniquement de transport, on parle vraiment d'énormes. Et donc voilà, les Américains ont cette fragilité. Là, nous, on est bon parce qu'on a ça, mais surtout, on n'a pas que ça. On a une vision qui est très différente, une vision de protection très marquée. L'Europe nous soucie de la fragilité de ces choses-là. On a aussi une vision plus équilibrée, on a une vision scientifique qui n'est pas négligeable. On a des grands scientifiques, tous les Européens, les Allemands, les Italiens, les Britanniques, je compte en Europe, ça. Et donc on compte. Et dans cette discussion qu'on va avoir, en effet, la question c'est de savoir qui va être là. Donc il y a Lula qui vient, il y aura le premier chinois, donc qui va venir. Ils viennent ou ils ne viennent pas. Hein. Ils sont invités, de toute façon ils seront là, ils seront présentés par leur délégation, par des ministres, etc. Et voilà. Et m'est avis quand même que le président Trump va s'intéresser à la chose, parce qu'il a le nez marin, si j'ose dire. Parce que Panama, comme par hasard, il veut récupérer Panama, le Groenland, ça c'est évidemment très stratégique. Et puis parfois, même disons son rêve américain, qui parfois peut être pour certains un cauchemar, imagine de transformer en effet la bande de Gaza en mais l'avantage de la bande de Gaza, c'est que c'est en effet c'est au bord de la mer, c'est très bien situé, ça peut vraiment être vous, puisque c'est le modèle qu'il a choisi, la French Riviera. Donc cet homme, il faut jamais se moquer, enfin en privé on peut faire, mais il ne faut jamais se moquer. Non, cet homme a des visions auxquelles il faut qu'on réponde. Et l'Europe n'est pas sans réponse. Évidemment, on ne répond pas tout de suite, on n'est pas en train de faire des tweets toutes les 3 minutes pour répondre à des tweets. Donc, mais l'Europe a des réponses qu'elle prépare, il faut un peu de temps, c'est comme la colère, il faut être distance.
Et donc, voilà, donc je pense qu'il y aura des réponses. Il y aura des réponses qui vont être faites aussi par d'autres acteurs, les Chinois. Tout peut changer. D'ailleurs, regardez, personne, en tout cas chez nous, dans nos analyses, on n'imaginait pas que probablement dans quelques jours, ou quelques semaines, quelque part, le président des États-Unis et le président russe vont se retrouver pour régler le sort d'un pays qui est en Europe et aussi d'un pays de... Voilà. Donc on est dans un moment très mouvant, très intéressant, et où justement l'océan a un avantage par rapport à la Terre. L'océan relie. Il n'y a finalement pas beaucoup de guerres sur l'océan. C'est relativement pacifique. L'océan relie, et c'est ce lien qui est fort auquel on croit nous, je pense, et c'est la Méditerranée. Pour nous, la rive nord, la rive sud, c'est ce qui fait qu'on a une communion avec, quand on est dans les Caraïbes, on est à Martiniquais, on a une communion avec Antigua ou avec d'autres îles, pareil pour le Pacifique. Et ce lien, il est très fort, et on voudrait, nous, beaucoup insister pendant cette conférence des Nations Unies, aussi sur cet élément d'échange. Et le commerce, évidemment, tout ça, mais d'un échange équitable entre le Nord et le Sud. Merci beaucoup. Du coup, vous l'avez évoqué, de nouvelles routes maritimes se dessinent petit à petit avec la fonte des glaces, notamment au niveau du pôle Nord. Est-ce que pour vous, il faut les exploiter, du coup, au risque d'endommager la biodiversité, ou ne rien faire et laisser d'autres puissances les exploiter et risquer d'être dans un rapport de force perdant? En fait, là, je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne suis pas l'exploitant idéal. C'est que je n'ai pas les cartes pour vous répondre sur ce que je vais faire. Et nous, la France, on n'est pas vraiment complètement au cœur du sujet. Et en même temps, étant ambassadeur pour les pôles, je siège au Conseil de l'Arctique et j'ai succédé à Ségolène Royal, qui elle-même avait succédé à Michel Rocard. Et ils ont, comme aujourd'hui je le fais, constaté que nous étions plutôt des observateurs. Que le Conseil de l'Arctique, c'est un groupe de 8 pays. Pays européens, plus l'Islande, plus le Canada, plus la Russie et la Chine, et les États-Unis. Ils se touchent, hein. Quand on regarde la carte aussi, c'est très passionnant de voir. Je suis passé en bateau, là, à gauche vous avez la Russie, et à droite, mais vous voyez quasiment dans cet étroit. Et donc il faut regarder les cartes, c'est vraiment très important. La carte de l'Arctique, elle dit tout, elle répond très largement à votre question. C'est un grand mythe de pouvoir franchir cette route du Nord, ce cap Nord. Et je dirais, alors certains disent grâce, d'autres disent à cause. Moi je dis en raison du changement climatique. Cette route, en effet, du Nord, il y a 3 autres routes, enfin il y a 2 autres routes possibles, mais celle-ci est la plus évidente, et elle sera la plus évidente, par l'effet de la fonte de la cryosphère dans le calotte glaciaire du Groenland. Le réchauffement climatique va se libérer. Alors c'est compliqué une route maritime, hein, pour les marins, certains sont. On ne peut pas faire passer des bateaux comme ça. Il y a des questions de sécurité. Et puis il y a aussi tout simplement transporter une marchandise de Shanghai à Anvers sans la déposer quelque part, c'est pas très intéressant. L'intérêt du transport maritime par le sud, c'est qu'on distribue, on a des côtes, etc. Donc il y a tout un système d'échange. Et donc là, il faut équiper ces routes. Ce sont des milliards de milliards. Et donc probablement, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer donc à avoir le bon stock de carbone pour faire tomber une bonne partie de la glace là, au Groenland, avec un effet assez rapide. Disons, en 2100, on aura quand même, je pense, 1,5 mètre à peu près garanti à l'échelle de l'humanité, de la planète, d'élévation du niveau de la mer. 1,5 mètre aujourd'hui, hein, c'est le chiffre d'aujourd'hui. Donc si on se revoit je ne peux pas parier dans 30 ans, mais en tout cas vous pourrez regarder, vous me ferez signe là où je suis. Normalement, comme les modèles échappent complètement aux glaciologues en ce moment. On a beaucoup de mal, on ne peut pas dire, voilà, ça, tout d'un coup, l'Arctique, ça fondait, mais maintenant l'Antarctique s'y met. Et l'Antarctique, là,
ne veux pas annoncer la catastrophe, mais parce qu'on ne la verra pas forcément, mais on n'est pas loin de la catastrophe. C'est-à-dire que si l'ensemble de la glace, 80% de l'eau douce qui se trouve en Antarctique venait à se mettre, rencontrer l'eau salée, ça serait dramatique. Tout ça pour revenir sur l'Arctique. Et cette route va être probablement dans 20, 30, 40 ans accessible. Alors ça fera le bonheur de certains et puis évidemment nous qui sommes loin et ça fera aussi le malheur de gens qui sont tout près, hein. Il y a des populations autochtones quand même. Le Canada est très, très prudent vis-à-vis de tout ça. Il y a une grande considération canadienne vis-à-vis des populations autochtones et les Russes c'est un peu moins. Et donc ces populations, il faudra voir comment elles vont réagir à tout ça. Elles votent pour certaines. Et évidemment, la population qui va voter, qui est intéressante le mois prochain, c'est le Groenland. On verra bien comment ils votent. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont envie de voter pour un grand rêve américain ou pour un rêve, disons, de protection d'une zone rare, mais qui est en train de fondre. Et cette calotte glaciaire en disparaissant va faire apparaître des richesses pas totalement insoupçonnées, mais considérables. Monaco à côté, ce sera un petit joueur. Hein. Fini. Hein. Non, sérieusement. Hein. Le Groenland, ça. Hein. Il y a combien de monégasques? D'accord. Oui. D'accord. Eh bien écoutez, voilà, je ne pensais pas que la comparaison entre Monaco et le Groenland était possible. Mais elle est possible. Bon, il n'y a pas le même système de gouvernance, mais le Groenland, c'est 54 000 habitants, vous voyez, dont une partie sont inuits et une partie sont venus du Danemark. Oui, c'est ça, oui. Enfin, vous mangez moins de baleines et vous êtes assez différents quand même. Je vais dire au prince Albert, mais oui, finalement, vous avez un petit côté inuit. Entre nous, d'ailleurs, Monaco est formidable parce qu'on fait la conférence à Nice, mais on l'a fait aussi avec Nice, beaucoup, qui est très actif, mais avec Monaco. C'est un gros investissement de la principauté. Alors pourquoi je suis parti à Monaco? Oui, parce que le Groenland, vous voyez, c'est 54 000 personnes, mais il y a 35 000 votants qui peuvent voter. Aujourd'hui, c'est vrai que quand le président américain dit voilà, le Groenland aux Américains, peut-être que dans la tête des Groenlandais, leur lien est plus fort aujourd'hui, peut-être, hein, je ne suis pas dans leur tête, qu'avec les États-Unis qui les protègent depuis la fin de la guerre, puisque la sécurité est assurée par une très grande base militaire à Thulé, américaine. Voilà. Donc les Groenlandais se sentent en sécurité parce qu'ils ont cette base militaire. Pour être allé souvent en Arctique et au Groenland, je n'ai pas vu qu'ils avaient envie particulièrement d'aller à Menton ou à Paris, mais beaucoup plus aux États-Unis. Il y a un esprit comme ça. Et comme on sait aujourd'hui comment on peut arriver à influer sur des résultats électoraux avec toutes sortes de ruses numériques, voilà. Donc tout ça, pourquoi oui, parce que les routes. Donc ça va bouger. En tout cas, l'endroit au monde où ça va plus bouger, en termes de paysage, ça va être là, d'ici 100 ans, à bouger. Et surtout, il y a le trésor de Rackham le Rouge, là. Alors, vous mettez ensemble les hydrocarbures qui sont là, qui n'attendent que ceux qui veulent aller les chercher au mépris de tous les signaux de prudence qu'on leur donne, donc des fossiles, des énergies fossiles à n'en plus finir, plus le commerce maritime. Là, c'est l'endroit le plus riche. Alors, pardon, mais la Suisse, tout, non, rien du tout. Le paradis fiscal, ça va être là. C'est vraiment un endroit où et ça va se passer bien. Tout le monde dit il va y avoir guerre. Non, alors c'est pas du tout. Quand il y a de l'argent, les gens s'arrangent pour que chacun en prenne sa part. Les Norvégiens ont par exemple très habilement aussi leur propre
Et je veux dire, on ne peut pas juger, en fait, y compris même les États-Unis. Moi, je ne suis pas dans une situation de juger. D'abord, ils ont élu un président, il est là. Mais il y a des visions stratégiques. Nous, quand on parle de la stratégie Indo-Pacifique, peut-être que, je ne sais pas, il y a des gens de l'Indo-Pacifique qui se demandent mais qu'est-ce que les Français imaginent, voilà. Donc chacun a ses stratégies et là, en tout cas, il va s'y passer des choses, pas tous les jours, mais vous voyez qu'en tout cas, ça a beaucoup agité le monde géopolitique, cette histoire du Groenland. Vous me tendez la perche. Je vais vous relancer notamment sur les terres rares et les hydrocarbures. En tant qu'ambassadeur des pôles et fondateur de One Planet Polar Summit, quelle est votre position par rapport à l'exploitation de ces ressources ? Alors moi j'ai pas de position parce que je représente celle de mon pays. Après, on peut, je vous dirai à un autre moment si vous voulez quel est mon ressenti, mais en tout cas la position de la France c'est une grande prudence par rapport à l'exploitation de ces ressources tant qu'on ne les connaît pas. On ne sait pas du tout, il n'y a pas de raison, enfin des mines il y en a partout sur Terre, donc il n'y a pas de raison de s'interdire d'aller forer. Bon, et puis en plus, ça ne marcherait pas le monde s'il n'y avait pas d'activité minière. Mais se lancer dans aujourd'hui l'exploitation notamment des grands fonds marins, où il y a évidemment toutes sortes de minerais, encroûtements cobaltifères, vraiment beaucoup de choses, mais on ne sait quasiment pas d'abord comment y aller. Ça coûte très cher. Il n'y a pas de modèle économique encore, tant mieux, parce que il vaut mieux envoyer de l'observation, des datas, et comprendre en effet quel pourrait être l'impact d'un forage à forte densité sur notamment les puits de carbone, puisque l'océan, vous savez, stocke beaucoup de carbone. Donc ça ne serait pas très intelligent de faire remonter le carbone. Enfin voilà. Donc, tout ça fait que le président de la République, il y a 2 ans, un peu surpris en disant, et seul pays au monde à dire, nous prenons l'interdiction de l'exploitation des grands fonds marins, et y compris dans notre propre zone exclusive économique, d'accord. Mais c'est surtout, nous prenons ça à l'international. Alors, ça ne nous a pas fait que des amis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent y aller. Enfin voilà, c'est une position qui depuis a quand même gagné le terrain, puisqu'il y a environ 31 pays qui ont rejoint la position du moratoire ou d'une pause de précaution, prendre du temps, et surtout, en fait, c'est là où on revient à la connaissance, apprendre c'est quoi ces écosystèmes et comment on peut exploiter, mais durablement. Et là, on n'est franchement pas prêt. Et quand vous voyez qu'au désordre climatique grave s'ajoute le désordre géopolitique particulier que nous avons aujourd'hui, 2 désordres l'un sur l'autre, c'est un risque vraiment de très très grande tension. Donc là-dessus, voilà, notre position est de très grande prudence. D'accord, merci beaucoup. Et moi, je vais continuer parce que vous avez parlé de technologie. Et je ne sais pas si vous le savez, mais globalement, les défenseurs de l'environnement, ils ont souvent une vision très négative de l'intelligence artificielle parce qu'elle a une consommation en énergie, en eau très importante. Cependant, elles peuvent être utiles pour l'analyse des océans, l'étude des modèles océaniques. Et pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, ces technologies, elles ont une place dans l'analyse océanographique ? Est-ce qu'on doit travailler avec ? Et si oui, comment est-ce qu'on va travailler avec ? En fait, c'est pas du tout un jugement sur l'intelligence artificielle, parce que c'est une évidence. Voilà, donc c'est comme dire l'eau courante, c'est comme dire Internet, c'est comme voilà bon. Donc je crois qu'il faut se dire en effet que les hommes ont trouvé un moyen d'avancer. On en parle beaucoup. Maintenant, je ne sais pas si l'intelligence artificielle pour préparer un bon plat, on a l'impression que c'est vraiment le sujet, mais c'est le sujet, peut-être. L'intelligence artificielle, en fait, elle est déjà en application pour la recherche océanographique, pour les datas, notamment pour étudier, projeter, sans avoir en effet l'avantage, sans faire des observations avec des objets, avec des sous-marins, avec des nautiles, avec des bouées. Elle permet en effet de calculer notamment le cycle du carbone au fond des océans. Elle permet
elle permettra certainement encore, parce que justement les implications ne sont pas là encore, d'analyser et probablement de protéger, si on veut essayer de trouver les avantages, là, de protéger la ressource halieutique, c'est-à-dire de pouvoir planifier les poissons, donc la pêche, de pouvoir planifier en effet, ce qui est très difficile, parce que par nature, un poisson, quand il se déplace, il ne vous demande pas, il ne vous appelle pas pour vous dire où il est, il n'y a pas de, voilà, il n'est pas sur Uber, mais là, il va être sur Uber, votre le pauvre poisson, ou sur Bolt, ou je sais pas, un autre réseau, et donc on va pouvoir en effet projeter ces développements, les courants. Oui, les océanographes sont quand même, comme tous les gens qui s'occupent du spatial, extrêmement, vraiment, ont des technologies très très affinées, et il y a déjà pas mal de chercheurs en Europe et aux États-Unis qui travaillent sur ce lien entre l'intelligence artificielle et l'océan. Merci. On a un peu parlé d'énergie, je vais me permettre de continuer dans ce sujet-là. Il y a visiblement des nouvelles options qui apparaissent avec l'exploitation de l'énergie produite par la mer. On peut parler notamment de l'installation d'éoliennes ou l'eau-motricité. Est-ce que c'est des options qui vont être discutées lors de la conférence en juin? Et quelle est la position de la France sur ces possibilités? C'est-à-dire que si c'est dans nos propres zones exclusives économiques, ça regarde chaque pays. Donc il n'y a pas de discussion. Voilà. Après, c'est pas évident quand même dans haute mer, parce qu'il y a un problème de placement. Les éoliennes, c'est flottant ou c'est fixé, donc c'est pas évident en haute mer de mettre des éoliennes. Il y a des sources d'énergie, évidemment, etc. Donc ça va pas être un sujet central. Mais dans le fond, je pense que le vrai grand sujet dont on va essayer de peut-être tracer un peu les grandes lignes à Nice, parce qu'il y aura justement ces dirigeants, il y aura ces scientifiques, il y aura les gens de l'économie, de la finance, les ONG, enfin il y aura tous les points de vue en fait, les pour, les contre, les anti, les super prêts à tout, voilà. Et donc on va commencer à dessiner un peu ce que c'est que cette planifier la mer, en fait, planifier, y compris dans les zones exclusives économiques, dans ce qui appartient aux uns et aux autres. Nous devons, c'est pas le cas, même en Europe, par exemple, il y a beaucoup de pays qui ont donc un espace maritime sur lequel il n'y a pas de travail de planification. C'est-à-dire que, en fait, la mer, c'est pas exploiter ou protéger, c'est un mélange. C'est un mélange, c'est plutôt une intelligence qui permettra de savoir comment planter des éoliennes sans nuire à telle espèce halieutique, comment protéger, comment faire une marine protégée qui n'empêche pas des activités économiques ailleurs, protéger au bon endroit et d'exploiter au bon endroit. Et ce qu'on va essayer de, pour l'instant, peut-être qui est peut-être plus stratégique à mon avis, mais qui pour l'instant étrangement n'a absolument, il n'y a aucune gouvernance de tout ça, c'est de commencer à avoir une discussion sur le câble, les câbles. Parce que les câbles, c'est quand même extrêmement simple. Vous et moi, si vous habitez dans un pays, moi je suis en face de l'autre pays, et on se met d'accord, et vous avez la capacité de fabriquer des câbles, puis de les poser. Donc nous on est d'accord, on va demander un petit peu d'argent parce que les câbles vont arriver chez vous, chez moi. Donc, et puis on pose le câble. Voilà, on pose le câble et le câble va, évidemment, ça peut être des milliers de kilomètres. Alors ça coûte un peu d'argent, mais vous avez les moyens. Donc vous allez pouvoir même les fabriquer, les poser et les réparer. Donc là, vous êtes riche. Il n'y a pas beaucoup de... Nous, on a Alcatel qui sait faire ça chez nous. Et puis à partir de là, vous allez demander la permission à personne. Si vous êtes d'accord, si je suis d'accord, le point d'arrivée et le point de départ, c'est fini. Voilà, c'est bon. Et ça, c'est quand même un sujet, on le voit aujourd'hui, parce que la question de la sécurité se pose, des câbles et de la confidentialité des données. Je ne suis pas du tout un expert là-dessus, mais je pense qu'il y aura un sujet de gouvernance qui va s'imposer. Je sens que le directeur se sent de lui, non, il ne s'en dit pas. Ça. Ah non, il donne un mot en disant poser des questions
plus courte, parce qu'il répond trop longuement. Voilà, donc ça c'est un sujet. Il y a pas mal de sujets comme ça, un peu cachés, mais qui vont apparaître. Hein. Franchement, il y a 10 ans, on ne parlait pas de tous ces sujets. Or, les câbles, ça existe depuis fort longtemps, depuis le 19e siècle. Tout ça pour dire que, dans le fond, j'espère qu'on va parler surtout, et un de nos grands projets, nous Français, mais nous Européens, c'est cette mission Neptune, dont j'espère qu'elle pourra être non seulement portée par les Européens, donc annoncée à Nice le 9 juin, cette mission Neptune, qui se propose pour les 10 années à venir de faire un très grand travail d'exploration de l'océan, et qui devrait avoir aussi d'autres pays. Monaco sera évidemment partenaire, vous avez une longueur d'avance, mais le Brésil, l'Inde, etc. Donc en fait, moi ce qui me paraît important, c'est qu'on ne parle pas que d'économie, qu'on ne parle pas aussi que de protection, mais qu'on parle aussi de cet objet qui est vraiment important, qui est le merveilleux, qui est la beauté, c'est aussi ça l'océan, c'est fascinant, c'est la beauté, la nature, le vivant, et en fait l'océan c'est beaucoup plus simple. Ce sera cette conférence qui est la 3e sur le sujet se tient la même année où il y aura la 30e COP sur le climat. On en est à 30 tous les ans. Bon, et vous avez vu, ça avance, mais vraiment, ça avance à la vitesse d'un consensus. Mais avec l'océan, c'est beaucoup plus simple. L'océan, ça n'est que des solutions. Il y a quelques problèmes à résoudre, mais c'est que des solutions. Et c'est moins, ouais. Et puis c'est beau. Voilà. Le climat, on pourrait dire, c'est beau. Enfin, qu'est-ce que vous a dit le directeur? Je suis très curieux de savoir ce que... Il m'a dit que j'allais vous poser une dernière question qui va un peu vous ennuyer, et qu'après on va passer aux questions de la salle. Enfin, qu'il puisse vous poser des questions peut-être un peu moins compliquées. Donc moi je vais reprendre un peu ce que monsieur le directeur avait dit au début, que nous sommes sur le campus de Menton. Notre sujet d'étude c'est la Méditerranée, cette mer fascinante, incroyable et tout autre adjectif qu'on peut utiliser. Aujourd'hui elle représente 1% des espaces maritimes. Donc les océans, les mers, etc. Mais elle abrite 10% de la biodiversité mondiale. Donc pour vous aujourd'hui, quels sont les enjeux clés, mais donc environnementaux, militaires, énergétiques, qu'il faudrait adresser dans les prochaines années afin d'éviter les conflits et préserver cet espace restreint? J'ai une réponse simple, hein, pour le coup, elle va être presque courte. Non, pas tant que ça. Moi, j'ai beaucoup vécu dans le sud, la rive sud de la Méditerranée, et dans le fond, je parle presque plus maintenant au nom de cette partie-là du monde, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, que de ma chère France ou Bretagne, enfin bref. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le sud-nord, ça va pas. Donc, ça ne marche pas. On a essayé toutes sortes de formats. Bon, le dialogue ça existe. Hein. Il y a l'Union pour la Méditerranée. Il y a plein de choses qui font qu'il y a du dialogue. Mais je pense qu'il faut qu'on aille au-delà. Et ce dialogue entre, disons, des pays, pour certains en voie de développement, même si, par exemple, vous voyez, le Maroc a une ambition maritime exceptionnelle, ils ont construit en 20 ans Tangemed, ils vont construire Dakhla. Donc je pense que dès lors qu'on a une vision, et dans le fond, c'est peut-être ça qui manque aussi, mais il faut avoir des moyens, évidemment, là, il y a une vision, mais c'est vrai qu'il y a une vision, que ça change. Suez, ça a été une vision, et c'est pour ça que c'est un enjeu important dans l'histoire du XXe siècle, pour les Égyptiens, la propriété de Suez. Donc si on a cette vision-là, on peut construire une Méditerranée forte, prospère, durable, riche au meilleur sens du terme, profitable pour tout un chacun, équitable. Et je pense que la solution, c'est d'essayer de penser la Méditerranée en dehors de ce bassin, mais vraiment de penser Méditerranée-Golfe. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut considérer qu'il n'y a pas seulement ces acteurs-là, mais qu'il faut y associer, et peut-être d'autres pays d'ailleurs, ailleurs, hein, Atlantique, mais qu'il faut penser beaucoup plus largement, hein, avec le Golfe. Là, vous avez une autre approche. Il y a des grands pays maritimes. Oman, c'est un grand pays de la mer. Vous avez des capitaux, évidemment. Vous avez des investisseurs. Et voilà. Après, on peut rester entre nous avec nos traditions,
l'huile d'olive, il y a de l'huile d'olive aussi dans le pays du Golfe, il y a partout. Donc voilà, je pense qu'il faut ouvrir un peu l'espace pour construire un futur assez plus profitable aux uns et aux autres. Eh bien, merci beaucoup. Du coup, dans l'Assemblée, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est votre moment. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre intervention. Et j'aimerais vous demander si, selon vous, les titres juridiques qu'on met au niveau français, mais aussi au niveau européen, pour protéger les aires marines, est suffisant. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des aires maritimes protégées au niveau européen, en fait, le sont pas réellement parce qu'on pratique des pêches qui sont assez destructrices pour les milieux marins, notamment celles où on utilise des filets qui raclent le fond des mers. Et je ne sais pas si on peut dire qu'on protège réellement les océans dans ce cas-là. Oui, il y a eu en fait la notion d'aire marine protégée, c'est nouveau aussi. Et donc c'est très nouveau. D'ailleurs, peut-être pour beaucoup d'entre vous, c'est quoi une aire marine protégée? Donc en effet, on déclare une aire marine protégée. Il y a des critères qui ont été fixés par ce qui s'appelle l'IUCN et donc il y a un petit peu une sorte de course à qui allait annoncer qu'il crée des aires marines protégées. Et en effet, il y a des aires marines protégées dans lesquelles il y a des activités économiques, industrielles, dont certaines qui sont en effet nuisibles notamment au fond marin, des engins traînants, du chalutage de fond, ce type-là. Enfin, on ne peut pas... moi, j'essaie de me mettre à la tête de mes amis environnementalistes, mais je suis breton. On ne peut pas décider, par exemple, que l'ensemble de la côte est interdite aux pêcheurs. D'abord parce qu'il y a un sujet quand même humain, les pêcheurs. Les poissons, c'est très important, mais les pêcheurs aussi. Et ces pêcheurs ne partent pas le matin en se disant « je vais aller détruire l'océan ». Il y a la pêche industrielle, oui, c'est vrai, mais après, il y a un sujet qui est connu, qui est la question de la souveraineté alimentaire. Est-ce on est loin de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que les hommes et les femmes vont manger de plus en plus de protéines, poissons, donc il faut bien à un moment donné. Alors, j'ai beaucoup de mal à vous répondre. Je pense que par exemple, il y a tout un modèle que certains pays prônent, qui est l'aquaculture, qui n'est pas forcément beaucoup mieux, l'aquaculture terrestre. Et je pense qu'avec le temps, j'espère, on reviendra à une forme de pêche plus fine, plus artisanale, qui sera plus respectueuse, en effet, de ces zones-là. Mais s'agissant de la France, la ministre de l'Environnement et la maire, Agnès Pannier-Runacher, elle s'intéresse à ce sujet, mais c'est un travail très difficile parce que vous ne pouvez pas décréter comme ça du jour au lendemain que tout d'un coup, toutes les activités qui sont là. Donc, je pense qu'il faut, je ne sais pas me mettre à sa place, parce que je ne m'occupe pas des questions françaises, mais je pense qu'il faut qu'on puisse annoncer, et c'est certainement le désir du ministère de l'Environnement, un plan sur quelques années de transition. Voilà. Tout est en transition. Moi, j'étais extrême aussi, radical, tout ça de temps en temps, mais vous pouvez crier en disant oui, honte, en effet, on peut dire honte à l'exploitation des hydrocarbures. Trouvons déjà, à notre échelle, le moyen de trouver un mix énergétique qui permettront à cette salle d'être éclairée. Alors, on peut mettre peut-être d'autres lumières, moins de lumière. On peut décider de ne pas faire des conférences le soir. Enfin, tout est possible. Mais il faut construire ce modèle. Et donc, ce modèle par rapport aux aires marines protégées aussi. Et comme c'est un sujet nouveau, la mer, je rappelle, 43 ans, l'océan, il va certainement aller dans ce sens de la protection que nous portons quand même la France. Parce que je ne suis pas uniquement porte-parole d'un président ou d'un gouvernement. La vérité, c'est que la France a classé 33% de
son territoire de zone exclusive économique en aire marine protégée. On peut dire que ça c'est pas vrai. La Polynésie, les îles éparses bientôt, peut-être. Et donc les visions schématiques, y compris des leçons données par les Américains, certaines ONG qui par ailleurs ont quand même des intérêts importants dans des secteurs industriels. Je pense qu'il faut un débat un peu calme là-dessus. Il faut faire de la diplomatie là aussi. Il faut mettre ensemble le monde de la pêche et le monde de l'environnement et construire ensemble un plan à 5 ans ou 10 ans, parce qu'il y a des familles, voilà, et puis il faut être patient. L'océan n'a pas 3 ans, mais enfin il a quand même quelques centaines de milliers d'années aussi. Et il faut le réparer, c'est vrai. Donc il faut construire des modèles coercitifs pour tout le monde. Ça, c'est le même pour tout le monde. Pas facile, hein, parce que la mer pour un Polynésien, c'est pas tout à fait la même que pour un Basque. Bonsoir monsieur, merci pour votre exposé. Une question, parce que effectivement la mer, c'est aussi la mer qui avance sur la terre. Et au Sainte-Marie de la Mer notamment, votre plage a complètement diminué. Le Cap Ferret notamment aussi, avec ce problème de digue. Et qu'en est-il de la position de votre conférence par rapport à cette mer qui avance sur la terre? Oui, en fait c'est disons le vrai grand sujet impactant pour les êtres humains. Nous allons organiser la première coalition de l'ensemble des villes et des régions. Quand je dis nous, c'est la communauté internationale à Nice, des villes et donc les maires des villes, les gouverneurs des régions littorales qui sont affectés par ce phénomène d'élévation du niveau de la mer. On est en train on n'a pas terminé encore les invitations, mais en gros vont être présents des élus, parfois des gouverneurs, donc c'est un autre système, qui vont représenter environ entre 800 millions et 1 milliard de personnes qui sont touchées par ce sujet-là. Quand je dis touchées, c'est-à-dire qu'ils commencent à en voir les effets. Vous avez cité le Cap Ferret, vous pouvez citer le Havre, vous pouvez citer tout le bassin d'Arcachon, chez moi en Bretagne, mon village à Trégastel aussi. Et donc c'est un phénomène qui évidemment, il y a des urgences. C'est à la fin du siècle, 2100. On peut prendre ça comme fin du siècle, c'est bientôt quand même. Et donc oui, c'est un sujet très important qui d'ailleurs est déjà assez impactant dans certains endroits. Je pense à l'Indonésie, une capitale administrative qui a déménagé, donc sur l'île de Bornéo, Jakarta. C'est impactant pour des populations. 3 pays dans le Pacifique, des États membres des Nations Unies. C'est des petits pays, il y a quelques dizaines de milliers d'habitants, mais enfin bon, c'est des êtres humains. Monaco, pardon. Mais ces pays vont disparaître. Et donc le travail qu'on fait aujourd'hui aux États-Unis, aux Nations Unies, c'est de voir comment un pays peut exister quand il est submergé. Est-ce qu'il possède encore sa ZE, ses terres. Donc c'est un assez grand phénomène. Et il se trouve que moi, m'occupant des pôles, je m'occupe aussi des glaciers. Et de la glace, plutôt de la fonte de la glace. Et si vous rajoutez à ces 800 millions de personnes qui vont devoir, d'une manière ou d'une autre, se déplacer, ils ne vont pas être noyés, mais ils vont devoir se déplacer, reculer, arrêter entre-temps, si possible, de trop s'avancer sur Terre et sur la mer. Et si vous rajoutez à ça le phénomène des glaciers, qui font vivre près d'1 milliard, 1 milliard 500 millions de personnes, les grands glaciers, l'Himalaya, Chine, Inde, Tibet, tout ça. Ces glaciers qui vont fondre avec des accidents, pour le coup, là, des retenues glaciaires, des effondrements, et puis toute une agriculture qui dépend de cette eau-là, de ces glaciers. Et la disparition des glaciers n'est pas moins inquiétante. C'est à la fin de ce siècle, les chiffres sont connus, il y a 200 000 glaciers, il en restera 100 000, et des grands glaciers vont disparaître.
Donc, voilà. Je pense que... Alors après, c'est vrai que les gens disent il y a d'autres urgences. Celle-là en est une, en tout cas, elle est peu documentée. Et à Nice, on va avec beaucoup de scientifiques, près d'un millier de scientifiques qui vont travailler sur cette question de la cryosphère, la fonte de la glace, proposer quelques modèles pour voir un peu comment ça se passe. Imaginer aussi à l'échelle des villes et des régions de comparer les modèles, parce que bon, les Pays-Bas ont l'habitude du sujet. Belgique, Polder, tout ça. Venise, ils ont l'habitude. New York, il commence. Le maire de New York, pour l'instant, je crois qu'il a d'autres sujets, mais en tout cas, le maire de New York, Manhattan, le jour où la mer monte, vous pouvez pas aller. Si, vous pouvez aller dans les gratte-ciel, mais enfin bon, c'est pas évident. Donc, oui, c'est un vrai sujet. S'ajoutant à l'érosion, s'ajoutant à tout ça, et à ces phénomènes extrêmes aussi qui vont être de plus en plus nombreux, venant de la mer, des tsunamis, des tempêtes. Cette rencontre entre les hommes et les femmes va être difficile. On va être, en 2050, on sera 10 milliards, et 75% d'entre eux vivront, on vivra à 75 km d'une côte, donc on va exercer des pressions fortes. Par exemple en Afrique ou ailleurs, en Asie, il y a très peu d'assainissement, donc tous les déchets, au-delà de la pollution plastique, on ne va pas parler, mais qui est un phénomène majeur, la pollution chimique, la pollution tellurique, etc. Bon, ça ne fait pas du bien à la mer. C'est pour ça qu'il faut arriver à trouver des bons consensus pour, c'est plus compliqué, c'est que les gens prennent au sérieux l'océan. Parce que l'océan, comme dit Tabarly, c'est le machin qu'on a derrière soi quand on est à la plage, quoi. L'océan, c'est la baignade. Bon, voilà. Donc il faut prendre ça au sérieux, l'océan. Et c'est d'autant plus intéressant de prendre ça au sérieux que c'est beau. C'est vrai que je reviens toujours sur les montagnes, c'est beau aussi, mais l'océan, c'est vraiment très très beau. C'est cette merveille de l'océan. Et je pense que si on admire, on va protéger. Si on est là comme ça en se disant on s'en fiche, ça nous permet juste d'aller d'un pays à l'autre et puis de faire du commerce maritime. Si on a conscience de cette vie, c'est du vivant. C'est un peu différent d'une autoroute quand même. Il n'y a pas de péage d'abord, c'est gratuit, mais c'est plus beau que l'asphalte. En dessous, sur l'autoroute, il n'y a pas la vie, il n'y a pas les poulpes, il n'y a pas la posidonie, il n'y a pas les espèces, il n'y a pas les dauphins, il n'y a pas les baleines, il n'y a pas vraiment le monde. Et, voilà. Oui. Ça va être un des sujets dont on va discuter à Nice avec des pays. Quand on dit discuter, c'est-à-dire on va essayer de négocier un traité plastique qui est en cours de négociation. Ce traité qui est né de notre initiative à Brest en 2022, dire le plastique est devenu un énorme sujet. On en produit de plus en plus et aujourd'hui, il a présenté beaucoup d'avantages et il présente beaucoup de défauts maintenant. Donc comment imaginer une substitution à une autre comment se passer de plastique. Alors certains ont des positions, on ne parle pas de la mer, on parle en général de la production de plastique. Certains ont des positions assez ambitieuses, c'est un peu le cas des Européens, en disant il faut arrêter de produire du plastique à usage unique. Bravo, parce que vraiment il y a plein d'endroits encore, même des universités qui parlent du climat où il y a la bouteille plastique qui est là. Vraiment, comment on arrête de produire du plastique à usage unique. Ça, vous avez beaucoup de monde contre vous. Tous ceux qui produisent des hydrocarbures, il y a des économies entières qui sont pas d'accord. Et on peut les comprendre. Il faut bien qu'ils ont leur logique. Ça, c'est la position extrême. C'est pas demain, mais on essaie d'y aller. Et puis après, il y a un peu le blue washing qui consiste à dire il faut aller ramasser sur les plages. Oui, c'est toujours bien, les bouteilles. Enfin, c'est pas ça le sujet. C'est éviter que ça vienne des fleuves et que ça soit. Et donc, il y a la question du recyclage. Beaucoup de pays un peu prudents disent qu'il faut recycler ce plastique, il faut aller le chercher, le recycler. Ça. Et là aussi, c'est une affaire de temps. Vous ne pouvez pas arrêter du jour au lendemain de produire ce plastique à usage unique. Et ceci dit, sur d'autres sujets, par exemple, je pense le transport maritime.
transport maritime, si c'est fructueux, c'est parce que le fuel qu'on utilise est un fuel de très très mauvaise qualité, vraiment, et qui coûte pas cher. Donc, or, malheureusement, il est évidemment très toxique et il produit beaucoup de carbone. Ceci dit, le transport maritime, ça représente que 3% aujourd'hui des productions d'émissions de carbone. Si on continuait sur le rythme actuel, les prévisions disent que ça représenterait 17% de la production de carbone au monde d'émissions en 2050. Là, il y a 2 ans, moi, quand on a pris le dossier, en tout cas, on a vu un peu avec les transporteurs, c'était pas évident du tout pour eux de savoir quelle serait l'énergie du futur. C'est toujours pas évident. Hein. Qu'est-ce qu'on allait... Mais en tout cas, cette énergie du futur, elle coûtera 1000 fois plus cher que le fuel lourd et dégoûtant qui pollue nos mers. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est comme ça qu'on a eu, en tout cas moi gamin, la conscience de l'environnement, c'était les marées noires, donc, entre autres. Il y en a moins, en tout cas, dans notre région. Et parce que là aussi, il y a eu un travail qui a été fait. Tout ça, il ne faut pas désespérer. Et il y a vraiment que les démagogues qui vont expliquer qu'un jour ils vont changer le monde et que leur point de vue est bon et puis que les autres sont top. C'est un travail collectif. En 20 ans, on a quand même, ces marées noires ont largement disparu, en tout cas au large Atlantique. Et donc le carburant du futur, là, à Nice, normalement, tout le transport maritime, c'est-à-dire tous les pays qui sont membres, c'est-à-dire à peu près tous les pays d'armateurs, tous les bateaux du monde, de l'Organisation maritime internationale, et tout le business, d'ailleurs, toutes les entreprises vont s'engager sérieusement par un traité. Et s'il n'est pas respecté, ça va représenter pour les armateurs qui ne respectent pas des pénalités. La décarbonation totale, 0 net carbone 2050. Plus un poil de carbone en 2050. C'est très ambitieux. On a travaillé ça depuis 2 ans. Mais là, il y a quand même... Je suis vraiment... fustiger l'entreprise tout le temps n'a aucun sens, parce que l'entreprise parfois est visionnaire aussi. Et là, ils ont compris que s'ils voulaient avoir un modèle durable, il fallait qu'ils avancent. Et donc, les recherches qui coûtent très cher pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre à la place, hydrogène, méthane, enfin bon, je serais incapable de vous dire quelle va être la solution, parce que je n'ai pas l'impression qu'il est trouvé encore. Mais elle va être trouvée, je pense, dans les 2-3 années à venir, et puis tout le monde va s'équiper, on va remplacer les bateaux, et on va... Voilà, donc sur ce sujet-là, le plastique, c'est beaucoup plus difficile. Et je ne peux pas vous promettre qu'à Nice, on va avoir résolu le problème. Simplement, juste Monsieur l'ambassadeur, avant que vous nous répondiez, comme nous souhaitons que la retransmission soit de la meilleure qualité possible, demandez vraiment le micro à Monsieur Guillaume pour poser vos questions. Sinon, celles et ceux qui nous suivront dans quelques semaines sur YouTube n'entendront pas la question. Voilà, donc signalez-vous, on vous passe le micro. Il y aura tout à l'heure la question de Mathéo, mais comme ça, voilà, ceux qui pourront voir le replay entendront bien les questions. Pardon. En fait, c'est celui-là qui est assez passionnant. Oui. Moi, j'ai beaucoup parlé. Il faut que j'arrête. Je trouve que ça va. Du coup, juste ici, merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour votre intervention. Moi, ma question elle portera plutôt sur, par rapport, par exemple, à hier, on aviez à votre place Monsieur Enrico Letta, qui est un ancien Premier ministre italien, qui avait été chargé de rédiger un rapport sur les conséquences de la division de l'euro
et du fait que, parce que l'Europe est fragmentée en 27 États, cela par conséquent forcément entraîne sur le marché européen des difficultés. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la fragmentation de l'Europe en 27 États entraîne des difficultés sur la question plutôt environnementale et sur le prisme de la gestion des mers? Et par conséquent, quels seraient les engagements pris et que devrait prendre l'Europe sur ces questions-là? Voilà, merci. Il y a eu, avec la précédente commission, donc, qui s'est terminée au printemps dernier, il y a eu ce qu'on appelait le Green Deal, qui était relativement ambitieux et qui, évidemment, il y avait les pour et les contre, mais il y avait une majorité qui a porté ce Green Deal, vraiment une vision protection de l'environnement ambitieuse quand même quand on compare avec d'autres continents. Bravo l'Europe. Alors après, le Green Deal, ça a provoqué des réactions, notamment du monde de l'agriculture, du monde de la pêche, beaucoup d'usagers ont réagi plus ou moins bien. Bon, mais enfin, et puis après, il y a eu des élections et il n'y a pas les mêmes majorités. Donc il y a un changement de cap politique et donc on est beaucoup moins dans la perspective Green Deal qu'avant. Ce qui est intéressant, c'est que quand je dis nous, c'est parce que c'est avec Pascal Lamy, notamment l'ancien directeur général de l'OMC, puis le commissaire européen et d'autres de l'Institut Jacques Delors. Beaucoup de gens, pendant les élections européennes, ont prôné l'idée que l'Europe ait une ambition maritime et qu'il y ait un Blue Deal, voilà, qu'on crée un pacte européen de l'océan qui n'existe pas. Il y a une chose sur laquelle l'Europe a bien réussi, c'est la gestion des pêches. C'est pas évident. Hein, l'Europe, ça marche quand même. Faut pas. Bon, c'est facile de dire que ça marche pas, mais ça marche. Voilà. Ça court pas, mais ça marche. Et donc là aussi, évidemment, les élections européennes ont apporté des résultats qui sont ceux qu'on connaît. Globalement, quand même, je pense qu'il y a une sorte d'intelligence stratégique européenne qui se dit le plan européen des océans, c'est une bonne idée, c'est à la fois rassurant pour les populations, pour les usages, mais aussi c'est une perspective assez durable de possible exploitation des océans. Je pense que sur ce plan-là, uniquement sur ce plan-là, les autres je ne saurais pas vous dire, l'Union européenne va être assez allante, y compris des pays qui ne sont pas directement intéressés, tous les pays enclavés d'Europe, et que ce plan bleu européen qui va être présenté donc à Nice en juin sera assez bien balancé, assez équilibré entre la protection, l'exploitation durable, la connaissance surtout. J'espère qu'il y aura un gros volet connaissance. Aujourd'hui, l'Europe, quand même, avec Copernicus, produit beaucoup de données sur le climat. Donc l'Europe est productrice de data scientifique à très haut niveau. Donc j'espère qu'on aura ça à l'arrivée le 9 juin, 13h. C'est l'heure au moment où ça sera présenté. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Merci d'être venu à Menton. D'abord, je vais me présenter. Je suis le président d'une association qui s'occupe de la biodiversité marine. Et je suis très heureux aujourd'hui, puisqu'en plus, nous avons une action pédagogique. Plus de 2000 élèves sont engagés, dont Maud qui est ici. Nous avons 8 élèves de Sciences Po. Merci à Sciences Po de collaborer avec ADE Méditerranée dans tout ce qui concerne la protection des mers et des océans. Et ma première question est là-dessus. Quand on voit que la jeunesse se mobilise, quelle action vous allez faire, vous, à Nice, avec la jeunesse? Première question. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque c'est quand même leur avenir, ils ont des choses à dire, nous on le voit, et ils font bouger les lignes, parce que quand ça vient de la jeunesse, les choses changent. La deuxième question, c'est que la directive de l'ONU, c'est réparer. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on est dans la directive? Est-ce qu'on répare assez? Quand je vois toutes les difficultés qu'on peut avoir, nous, pour implanter des semelles, et là, je vais parler parce qu'il y a un confrère de moi, monsieur de Monaco. Chaque fois, on nous répond, vous savez, avec Monaco, les semelles, ici, dans le secteur, on ne va pas trop les implanter puisque ça va empêcher les gros bateaux monégasques de venir faire du tourisme. Et puis, la dernière question,
C'est une question que j'avais posée au prince Albert il y a quelques années, juste quand Donald Trump avait été élu. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul aujourd'hui? Quand on voit toutes les conférences, toutes les COP qui se suivent et tous les échecs qu'il y a. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que tout le monde fuit? Et puis pour revenir à ce que disait un président en 2002 à Johannesburg, puisque j'y étais, hein, voilà, la terre brûle et on regarde ailleurs. Est-ce que vous n'avez pas cette impression-là? Ah ben non. Pardon. Hein. Non, et en même temps, votre question, il faut la poser tout le temps. Non, je pense que... je pense pas, je suis certain que l'interpellation est indispensable. Et donc, il faut interpeller les diplomates, il faut interpeller le monde politique, il faut interpeller les interpelleurs, il faut interpeller... faut pas rester sur... voilà, donc c'est, je pense, là, la première qualité de la jeunesse. Qu'en fait, dans le fond, elle n'a pas tout... Elle est moins encombrée que moi, elle n'a pas tout... Moi, je raconte l'histoire de 1982, tout ça. Tout ça est parfois ennuyeuse, peut-être. Ça m'intéresse, mais en fait, elle a son sujet qui, en effet, là, c'est devant, il y a du temps, comment on va faire ça, cette planète, quand même. Là, on peut raisonnablement s'inquiéter pour la planète. On peut vraiment raisonnablement s'inquiéter. Moi qui fréquente les COP, j'ai des grands moments de désespoir. Hein. Là, après une COP, je ne dirais pas laquelle, mais je suis enfermé pendant 3 semaines dans mon bureau, et je travaillais, mais en fait, j'ai écrit un roman qui s'appelle 2 étés par an. J'ai écrit ce roman, et je ne vous en parle pas pour citer ce livre, mais parce que tout d'un coup, je me suis dit, mais en 2048, c'est le moment où l'Antarctique peut être rediscuté. Le traité d'Antarctique, on peut décider d'aller chercher les minerais là-bas, etc. C'est un roman que j'ai publié il y a quelques mois, mais vraiment, je m'ai échappé. Il commence au Groenland, il raconte le rachat du Groenland par un pays, il y a les Chinois, et c'est surtout l'histoire d'oiseaux, voilà, 2 oiseaux. Il y a un couple de sternes arctiques. Sternes arctiques, c'est vraiment des oiseaux magnifiques. Ils font 80 000 km aller-retour. C'est la plus grande migration. Et ils sont assez intelligents parce qu'ils nichent au nord au moment où il y a de la lumière, de la chaleur et la nourriture. Puis après, ils font toute la traversée en couple, mais séparés d'ailleurs. Très fidèles. Ils vivent 30 ans, ils font des petits sternes et voilà. Et ils vont en Antarctique, ils passent un été en Antarctique, ils reviennent et font ça à ce moment. Et en fait, j'ai vécu pendant ces 3 semaines, j'ai jamais écrit un livre aussi vite, un roman aussi vite, c'est un roman, je ne pensais pas du tout écrire, parce qu'en effet, les humains, pas désespérés, mais disons que la lenteur avec laquelle, la lenteur feinte, la lenteur, voilà, les intérêts économiques sont considérables, donc face à ça, l'interpellation est indispensable. Et moi, je pense qu'il faut interpeller, mais il faut aussi, dans mon roman, je fais le voyage, je suis un homme oiseau, je fais le voyage avec ces oiseaux-là. Et je pense que c'est à travers le vivant, en fait, la considération pour le vivant, ce que vous faites, la biodiversité, la beauté, la fragilité. Ça peut faire rigoler certains, tant pis pour eux, s'ils ont envie de rire, il y a des choses droit. Mais c'est en affirmant ce primat de la vie, est-ce que nous sommes plus importants qu'un mérou, je ne sais pas, qu'un poulpe? Est-ce qu'on est plus important que le vivant? Non, pas forcément. Enfin, et je pense que ce qui est fait là, je ne connais pas complètement l'initiative, mais aussi les aires marines éducatives qui existent dans un certain nombre d'endroits, ce travail, cette implication qui est la vôtre, votre génération, est très très importante. Il ne faut rien lâcher. Il faut interpeller tout le temps. Il faut emmerder, y compris Monaco. Il faut emmerder la France. Il faut dire, à Monaco, vous avez quand même des gens qui, depuis un siècle, se préoccupent de ça. Alors après, voilà, chaque pays a sa manière de faire. Mais il faut vraiment interpeller les dirigeants, c'est important. Et ils ont dans leurs mains la capacité de préserver de la connaître. Je pense que
On a la chance, je pense, quand même ici, dans cette région, d'avoir une conscience méditerranéenne. Je pense à Pelagos qu'on a créé avec l'Italie, qui est une aire marine protégée de relativement belle qualité, je crois. Voilà, donc... mais en effet, vous, votre rôle, c'est de nous interpeller et de nous dire, voilà, Monaco, un micro pour... Oui. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Ah ouais. Mais j'ai pas attaqué Monaco. Ah oui, mais il n'a pas attaqué. Non, mais bien sûr, mais vous n'avez pas dit que c'est à cause de Monaco, mais enfin, vous avez dit que la politique de croisière de la principauté était... Alors, j'ai mal compris. Alors, écoutez, j'ai exercé des fonctions que je n'exerce plus, mais notamment aux affaires étrangères, et donc j'ai entendu beaucoup de choses, mais jamais qu'on reproche à la principauté de Monaco de défendre insuffisamment l'environnement marin, et notamment en Méditerranée. Nous avons créé la première aire marine protégée, qui est la réserve du Larboto, du vivant du Prince Régnier. Une autre va se faire, je crois, à proximité à Roquebrune-Cap-Martin. On nous a d'ailleurs tressé des couronnes à ce colloque dont je vous parlais, au niveau justement de la politique très stricte que nous avons sur les émissions de fumée par les bateaux. Nous n'accueillons plus d'ailleurs de super gros bateaux de croisière. Je crois que la Méditerranée également, nous sommes à l'origine de Pelagos, de Ramoge et d'un certain nombre d'autres, de la conférence internationale d'exploitation scientifique de la Méditerranée, qui met en œuvre ce que vous préconisez pour l'ensemble des océans. Après, et moi j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, je crois qu'il faut aussi ne pas faire preuve d'un extrémisme qui mépriserait les modèles économiques. Il faut bien que les gens pêchent, il faut bien qu'il y ait du tourisme sur les mers et océans, mais ce doit être du tourisme. Sciences Po.